Comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo, avec ce nouveau vlog. J'allais vous dire que ça fait longtemps, mais en fait pas tant que ça. Comme d'habitude, dans ce vlog, on va aborder plein de sujets, plein de thématiques. Pour teaser un peu tout ça, pour vous donner envie de rester jusqu'au bout, on va aborder le sujet d'une nouvelle injonction inconsciente, d'une nouvelle pression peut-être, qui est la pression à la déconstruction, au militantisme, à la politisation. Est-on obligé finalement de déconstruire, de défendre des causes? C'est une vraie question que nous aborderons ensemble. J'ai envie aussi de parler de la place de la maman dans notre société moderne, place qui n'est pas toujours évidente. On va aussi aborder la thématique de l'intelligence érotique, sujet que j'ai découvert dans un livre que j'ai adoré, dont je vais vous parler bien évidemment. Et parmi tous ces sujets abordés, nous parlerons bien évidemment comme d'habitude de beauté, de make-up, de découverte, de lecture, de nourriture. Et j'ai aussi tenté d'ajouter quelques jolies images de Paris, quelques jolies images de la nature. Bref, j'ai tenté de vous concocter un petit moment bien sympathique. Si vous en avez la possibilité, posez-vous tranquillement, coupez le téléphone, sauf si vous êtes en train de regarder sur le téléphone, bien évidemment, et plongez-vous dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Je vais vous montrer des petites choses que j'ai reçues avant que je les range. La marque All the Ways to Save, c'est pas du tout la première fois que je vous en parle. Alors attendez, je vais vous montrer malgré le bazar, malgré le linge qui sèche et le tri là-bas. Vous voyez, toutes nos affiches, elles viennent de là-bas. Vous les avez peut-être déjà vues aussi dans mon salon. C'est des affiches que j'adore. Et en fait, c'est une marque qui propose d'autres choses, des petites trousses, des très jolies cartes, de la papeterie, regardez, des petits carnets. C'est des petites cartes, trop sympa. Un petit bloc-notes. C'est trop chouette. D'ailleurs, cette affiche, on l'a dans la chambre de notre fille. Bref, c'est une super jolie marque. Niveau make-up, j'ai reçu le mascara Pomponne. Il est vraiment pas mal du tout. Moi, je connais le noir, le classique. Et là, ils ont sorti des mascaras couleur. Moi, je suis vraiment pas une fan du maquillage très coloré sur les yeux. Mais j'ai quand même regardé un petit peu sur Pinterest des inspi. Et je me suis dit que ça pouvait se tenter. Je sais que le mascara est très bien en tant que tel. Après, il faut que je vois quel type de look avec un mascara bleu électrique comme ça. Il y a d'autres couleurs. Moi, j'ai choisi celle-ci. Et j'ai repris des rouges à lèvres. Je suis très fan de leur rouge à lèvres. Alors attendez. Je vais me filmer, ça sera plus simple. J'ai pris le framboise, j'ai pris le rouge couture et j'ai pris le fuchsia. Alors le framboise, je l'essaye depuis quelques jours. Il est très joli. Je vais le mettre sur maman. Donc ça, c'est framboise. Je vais mettre le fuchsia. Alors le fuchsia, c'est pas du tout une couleur que j'aime habituellement. Mais en fait, depuis que j'ai appris que c'était une de mes couleurs phares en colorimétrie, ça m'intéresse pas mal. Le framboise, je dirais celui que j'utilisais avant. Celui-ci, c'est un rose qui est un petit peu plus chaud, alors que le fuchsia, c'est vraiment un rose avec du bleu limite dedans. Donc c'est une couleur très froide. C'est ce qui convient à mon teint. Bien que j'ai les yeux bleus et que normalement pour faire ressortir les yeux bleus, il faut des couleurs orangées. Donc vous voyez comme quoi parfois il y a quelques contradictions entre la colorimétrie de maquillage et la colorimétrie de mode. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus trop s'y attacher. Et le rouge couture, un très joli rouge, un rouge classique. Elles sont belles ces couleurs. J'étais pas prête à me filmer, j'ai une baguette chinoise dans les cheveux. Mais comme ça je vous montre. Alors j'ai mis un peu d'enchanteur. C'est des rouges à lèvres qui sont hydratants, qui sont très confortables, mais je conseille quand même toujours d'appliquer un soin avant. Alors c'est pas facile de faire ça dans le retour d'une caméra, et je vais en mettre un tout petit peu en guise de blush. C'est joli, hein, c'est un rose qui donne bonne mine. J'aurais pu en mettre moins si je voulais un effet plus naturel. Mais ouais, il est très joli. Et alors de la marque, j'ai le blush qui est seulement trouvable sur internet, qui est canon. C'est vraiment le bois de rose mais qui tire vers le chaud, que je trouve très joli. Pour le coup, c'est le même type de rose que framboise, mais en un petit peu plus naturel, en moins vif. J'ai le terracotta qui est très joli, qui pour le coup tire vraiment vers l'orange, mais je le trouve assez sympa. J'ai le rouge coquelicot qui est un rouge vif pareil qui tire vers l'orange. Et j'ai le nude beige qui est canon. Un des plus jolis nudes je pense en rouge à lèvres que j'ai. Et c'est vrai qu'ils sont très agréables. Et là comme ça vous voyez la différence. Donc le rouge, le fuchsia et le framboise. Et enfin, regardez-moi cette jolie petite trousse pour l'été avec mes rouges à lèvres sur la main. Alors en fait les petits prodiges vous connaissez sûrement. Si vous suivez mes contenus, vous connaissez. Une marque que j'aime beaucoup, qui fait des cosmétiques. Et là, surtout, en fait, c'est la trousse donc pour l'été, parce qu'ils ont sorti une crème solaire que j'aime beaucoup, que j'utilise. C'est celle-ci. Je vous en ai parlé plusieurs fois.
C'est celle que j'ai utilisée pendant ma grossesse. C'est un produit hybride vraiment entre la crème solaire naturelle, pour le coup qui n'a pas de filtre minéral, donc c'est du filtre de synthèse, mais dont le reste de la compo est complètement naturel en fait. Et je trouve que c'est génial parce que les matières, les protections solaires naturelles, c'est-à-dire celles qui sont avec un filtre minéral, peuvent être beaucoup plus épaisses, beaucoup plus compliquées à étaler, alors que celle-ci, pas du tout. Alors attendez, je vais vous montrer, ça va peut-être être plus simple si je me filme. C'est peut-être pas facile de rester comme ça. Je vous ai mis sur un coussin. Donc, SPF 50+, sacrée protection. Voyez. J'applique, elle est hyper fine et il n'y a vraiment aucune trace blanche. Et elle sent très très bon. Elle sent le monoeil, la vanille. Ça, c'est une crème solaire qui existe déjà depuis l'année dernière, puisque je l'appliquais pendant ma grossesse, comme je vous le disais. Cette année, ils ont sorti la même chose, mais en format tube, qui est un 50 ml, alors que là, c'est un 100 ml. Voilà. Peut-être plus simple à glisser dans le sac si on a envie de la prendre avec soi. Et pour les personnes aussi qui en ont marre, qui n'aiment pas le système de pompe, parce que c'est vrai que la crème solaire est super bien, mais quand on en met sur tout le corps, il faut quand même y aller pas mal avec la pompe. Là, ça va peut-être plus vite. Donc il y a ça. Ils ont sorti très très récemment le lait après soleil, qui sent tellement bon. Et alors en fait, normalement, leur produit phare, c'est vraiment les baumes. Il me semble qu'ils ont commencé avec ce produit, d'ailleurs, qui sont des baumes à tout faire. Et du coup, j'ai demandé à Camille, qui est l'une des créatrices, je lui ai demandé quelle était la différence en fait entre justement le lait après soleil et le baume, qui est un baume qui pourrait clairement en fait aller aussi à la fonction de après soleil. Et elle m'a expliqué que le baume c'est forcément, c'est du beurre, c'est des matières huileuses. Là pour le coup, le lait après soleil c'est une formule hydratante. Je vais vous montrer pareil. Donc c'est une crème et pour le coup, elle sent... Oh là là, elle sent extrêmement bon. Elle s'étale très très facilement et je vous dis ça parce que j'ai déjà essayé. En fait, dans quelques secondes, la peau l'aura totalement absorbée. Donc c'est vrai que c'est pas du tout le même effet. Il y a un côté un peu plus, comment dire, il y a un côté fraîcheur aussi. Donc on va dire, à mon avis, que si on a envie de très peu de produits, typiquement le baume, celui-ci il est au monoeil pour la trousse d'été, mais il y en a d'autres. Celui-ci convient, mais si vous voulez vraiment un produit qui apaise la peau, qui hydrate, qui a un côté fraîcheur et qui pénètre beaucoup plus rapidement que le baume, le lait après soleil est vachement bien. Et donc là j'ai des monoeil qui sur moi ils fonctionnent super bien. J'ai pas encore terminé celui pour peau sensible que j'utilisais pendant ma grossesse et pendant l'allaitement, mais là je vais pouvoir repasser à ceux-là qui ont des huiles essentielles. Et là il y a un petit savon exfoliant, comme ça. Je l'ai pas essayé celui-là. Donc il y a des petits grains, j'imagine, dedans. Et alors en fait, on peut acheter la petite trousse seule comme ça sur leur site. Il y a la trousse et la crème solaire et le lait après soleil, la trousse et la grande crème solaire, la petite et le lait après soleil, où il y a moyen en ce moment de personnaliser la trousse. Donc en fait, vous mettez 2 produits au minimum dedans. N'importe quel produit du site, vous en mettez 2 au minimum dans la trousse et la trousse vous est offerte. Donc voilà, c'est une façon de personnaliser et d'avoir ce que vous voulez pour l'été. Elle est vraiment très mignonne. Et les produits sont vraiment bien pour cet été. J'ai un code promo qui va fonctionner, à mon avis, jusqu'à la fin du mois de mai. À mon avis, hein, j'ai pas la date exacte. C'est le code EasyBlush3 qui offre moins 10% sur le site et du coup sur la trousse a priori. Voilà, on ne sait jamais, c'est un petit plus qui fait plaisir. Je vous retrouve dans ma cuisine parce qu'il faut que je fasse... Je suis dans un coin, il y a beaucoup d'hélicoptères qui passent. Et là, il y en a 4. C'est assez impressionnant, on dirait des hélicoptères d'armée. Oui, je vous retrouve dans la cuisine parce que je vais préparer des pancakes pour ma fille, qui nous serviront aussi sûrement pour nous. C'est une recette que j'ai trouvée sur la plateforme Amstouille. C'est... Attendez, je vous montre. C'est une application, enfin j'ai l'application mais c'est un site à la base, c'est un site d'accompagnement pour tout ce qui est diversification alimentaire. Et donc on est suivi par une nutritionniste qui en fonction du profil de bébé, du profil de l'alimentation, de ses facultés, parce qu'un bébé à 6 mois n'a pas les mêmes facultés qu'un autre bébé de 6 mois en fonction de la mastication, du fait de tenir ou pas tenir, etc. Moi je trouve ça assez intelligent d'avoir monté ça parce que moi j'étais complètement perdue au début de la diversification pour ma fille, surtout on hésitait avec une diversification, enfin avec une alimentation végétarienne ou pas. Donc voilà, Julie qui est la créatrice de la plateforme m'avait conseillé à ce niveau-là et finalement on a choisi une alimentation non végétarienne, bien qu'il n'y aurait absolument aucun problème. C'est juste que pour des raisons d'allergie, en fait on a décidé de lui donner du poisson afin de limiter les risques d'allergie plus tard.
Pour tout ce qui est viande, on lui en donne, je pense qu'on lui en donne une fois par mois maximum et c'est même pas nécessaire pour être complètement honnête. Là en fait on arrive à un moment où ma fille commence à ramper et donc il faut rajouter des féculents. Et il faut lui donner un petit peu plus de repas. Là Julie préconisait de commencer à donner des petits déjeuners et de passer au maximum au finger food, donc tout ce qu'elle peut prendre avec les mains. Et une recette hyper simple qu'elle en plus elle aime beaucoup, c'est des pancakes d'avoine, c'est ultra simple à faire. Il suffit d'avoir des flocons d'avoine, chose que j'ai, de l'eau, de l'huile d'olive et de la compote. J'ai tout ça à la maison. Donc les flocons d'avoine, j'en avais là, généralement je les commande en vrac chez Quasi Demi. De l'eau, autant vous dire qu'on en a. Et donc la première étape était de mettre des flocons d'avoine à faire tremper dans de l'eau pendant 1 heure au frais, pour les ramollir. Je vais ajouter l'huile d'olive, 2 cuillères à soupe. Je vais rajouter 1 cuillère à soupe de compote. Et c'est tout. Il n'y a absolument rien d'autre à faire. Il suffit ensuite de faire revenir à la poêle. Trouble, you best beware. And go deep down, I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop no more. Cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta tell you now. Trop bon. Encore. I've been looking for love so true. Je viens d'arriver au bureau, je vais y bosser cet après-midi. Possible que j'y travaille très tard, donc ça se trouve je vais même dormir là. Ça arrive de temps en temps que je dorme là parce que déjà ça me permet de me reposer un petit peu, ça laisse du temps seul à mon mec et à ma fille et ça c'est trop cool aussi. Et moi ça me permet d'avoir aussi un peu de temps déjà pour bosser, pour rattraper le retard que j'ai et pour avoir juste une bulle où je n'ai que moi à m'occuper. Et Timaya aussi, parce que généralement je la prends avec moi. Cet après-midi, qu'est-ce qu'il y a au programme? Je vais commencer à bosser sur un article sur la diversification alimentaire, sur comment on a fait pour ma fille, parce que je trouve que ça peut être un petit peu compliqué avec tout ce qu'on lit, DME ou pas DME, par quoi je commence, comment je fais, est-ce que je peux faire du végétarien ou pas du végétarien, enfin bref. Du coup j'ai envie de rassembler dans un article un peu tout ce qu'on a décidé de faire, sous bien évidemment la surveillance d'un professionnel, hein, on s'est pas inventé comme ça, expert en nutrition de bébé. Je vais bosser là-dessus, il faudrait que je commence à monter cette vidéo, il faut que je réponde à des mails, il faut que je fasse de la compta, enfin bref, il y a pas mal de choses à faire. Qu'est-ce que j'ai pris avec moi du coup dans mon petit sac? Mon ordinateur, vous avez vu, c'est la marque Inbag, j'en ai déjà parlé, c'est la même marque que ma banane bleue, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai pris mes lunettes de vue qui ne sont pas du tout celles du petit lunetier mais je les ai mis dans la pochette. J'ai pris un petit livre que je viens de recevoir de Amélie Clark-Vorès qui est une thérapeute, qui est médecin ayurvédique, enfin elle fait plein de trucs que je l'ai déjà vu en consultation, elle est super. Elle a écrit un premier livre sur tout ce qui peut aider à la conception d'un enfant. Si ça vous intéresse, je vous mettrai ça en barre d'infos. Et là elle vient de sortir son deuxième livre, Respire et déploie ta puissance, le breathwork au service des femmes. C'est un sujet qui me parle pas mal, le breathwork, c'est quelque chose que je connais très bien, que j'ai beaucoup pratiqué, surtout quand je vivais en Thaïlande. Je vous parle très souvent de la cohérence cardiaque, je vous ai beaucoup parlé de la méthode Soma. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc là, il vient de sortir un livre là-dessus, je suis assez curieuse de voir ce qu'il en est. C'est un tout petit livre qui a l'air très simple à lire, qui coûte 5,95 €. Voilà, il a l'air d'avoir des petits exercices, des explications sur les bienfaits de chaque type de respiration. Voilà, j'ai pris avec moi pour voir ça, un parapluie, parce qu'a priori il va pleuvoir cet après-midi. J'ai pris mon chargeur d'ordi, mon chargeur de téléphone, voilà. Et j'ai pris ma petite trousse. Vous avez vu comme elle est mignonne ou pas? C'est l'application May qui me l'a envoyée. May, c'est une application pour aider les jeunes parents. Et on s'est abonné avec mon mec au moment où on venait d'avoir notre fille. Et en fait, comme on a parrainé pas mal de personnes, ils ont voulu me remercier. Et ils m'ont envoyé cette petite trousse qui est absolument canon, je trouve. C'est une collaboration Bindi Atelier et May. Donc dedans j'ai pris un peu de make-up, j'ai pris mes anti-cernes, vous voyez par exemple, j'ai pris une poudre de soleil, j'ai pris mon mascara préféré, j'ai pris l'enchanteur,
J'ai pris l'envoûtante, bien évidemment, qui, ça y est sortie. Depuis, on est quel jour? On est vendredi, elle est sortie samedi dernier, au moment où je vous fais cette vidéo. Voilà, j'ai pris des culottes de règles parce que, voilà, elles ont redébarqué depuis quelques mois et depuis hier surtout. Et regardez-moi ça, comme il est joli ce sac. C'est un sac rive droite et je crois qu'il l'appelle le City Bag et je trouve que c'est le format parfait pour une nuit ailleurs ou même pour aller bosser. Vous savez, si je voulais aller bosser dans un coworking ou je retrouvais quelqu'un dans un café pour bosser avec mon ordi, j'ai réussi à caser mon ordi dedans. Je pourrais caser mon ordi, mon porte-monnaie, etc. Ça c'est évident, un livre, des carnets pour bosser un petit peu. Et je trouve le format vraiment très sympa et il y a plein de couleurs. C'est une très jolie marque rive droite. Voilà, je vais arrêter de papoter devant ma caméra, je vais me mettre un petit peu au travail. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. Je voulais aborder un sujet avec vous, une thématique qui me touche particulièrement en ce moment, et peut-être que ça vous parlera. En fait, je viens de voir un post passer sur les réseaux sociaux sur... il est très long, très intéressant, très complexe, donc c'est compliqué de le résumer maintenant, mais en gros c'est pourquoi est-ce que les grosses youtubeuses, les youtubeuses mainstream on va dire, comment les youtubeuses en tout cas mainstream qui postent on va dire des vlogs ou des home tours ou des vidéos à propos de la famille, du mariage, de la préparation du mariage, du fait de devenir maman, etc. Comment ces youtubeuses participent à des normes, enfin à tout ce qui est hétéronormé. Comment est-ce que ça participe à un modèle qui est trop classique mais qui ne correspond pas forcément à tout le monde. Pourquoi est-ce que ces personnes font autant de vues mais n'utilisent pas leur notoriété pour passer des messages politiques, pour se politiser. Et je comprends le truc, sauf que moi je trouve, et j'en avais parlé un peu dans un vlog il y a quelques temps, je trouve qu'on arrive dans une nouvelle injonction, l'injonction à la déconstruction, l'injonction au militantisme, l'injonction à la politisation. Et moi qui suis quand même dans un univers, on va dire, qui a déconstruit, déjà de par la consommation en général, tout ce qui est écologique déjà c'est plutôt une déconstruction, enfin à notre époque en tout cas, ou à mon époque quand j'ai commencé c'était une sacrée déconstruction. Le fait de devenir végétarienne c'était une sacrée déconstruction. J'ai déconstruit énormément autour de la vie, autour du couple, autour de la vie de famille. Moi devenir maman n'était absolument pas une fin en soi, n'était même pas forcément un plan d'ailleurs pour être honnête. Bref, il y a plein de choses que j'ai déconstruit énormément, sauf que c'est vrai que quand on prend ma situation en dézoom, je suis propriétaire d'un appartement, je suis en couple avec un homme, donc un couple hétérosexuel, je suis maman, je suis influenceuse et je partage en plus ma vie là-dedans. Est-ce que mon contenu continue à perpétrer des conditionnements? C'est une vraie question, peut-être. Mais est-ce que on doit pointer du doigt ces femmes ou même ces personnes qui contribuent à ça sans forcément se rendre compte ou sans le faire exprès, tout simplement parce qu'on est né dans une société comme ça, on est né dans des conditionnements comme ça. Donc c'est pas la faute d'un individu, c'est pas de sa faute à elle, c'est pas la faute de cette influenceuse, c'est pas de ma faute, c'est une société qui a fait que, et je pense pas effectivement qu'il faille mettre la responsabilité, on parle souvent de ça aussi en militantisme, est-ce qu'il faut mettre la responsabilité individuelle ou bien sur les gens qui ont vraiment le pouvoir, c'est-à-dire les sociétés, les états, les gouvernements, et arrêter de culpabiliser en fait finalement l'individu, même si les individus aussi ont un impact, c'est évident, mais seulement à un certain niveau. Je trouve qu'on est dans une mouvance, alors après c'est la mouvance des réseaux sociaux, hein. Je pense que si je vais dans la rue et que je parle de ça, la plupart des gens ne savent même pas de quoi on parle, mais en tout cas c'est la mouvance des réseaux sociaux, de cette déconstruction, et tant mieux en fait, génial qu'on voit d'autres modèles, qu'on voit d'autres couples, que l'on voit des couples homosexuels, que l'on voit des gens qui n'ont jamais un habitat et qui sont nomades, qui vont d'un appartement ou d'une ville à l'autre. Tant mieux qu'il y ait des gens qui s'expriment, qui ne veulent pas d'enfants, qui n'en auront jamais. Tant mieux qu'il y ait des gens qui s'expriment, qui adoptent. Tant mieux qu'il y ait des couples homosexuels qui adoptent. En fait, génial qu'il y ait autant de diversité. Et ça, c'est vrai que c'est important. C'est important parce que plus il y aura de visibilité de toutes les
de toutes les possibilités, plus les gens seront aptes à choisir vraiment et pas choisir par conditionnement ou par obligation inconsciente. Donc ça, c'est une évidence. Après, c'est pas parce que finalement, après déconstruction, on a adhéré à un truc qui est plutôt classique dans le schéma, ce qui est clairement mon cas par exemple, c'est pas pour autant qu'il faut me mettre la faute dessus ou que mon contenu est forcément moins bien ou que, sans parler de contenu ou de création de contenu, mais c'est pas pour autant que je suis une personne moins intéressante que les autres. Je trouve que ça vient soulever aussi une autre question, c'est a-t-on pour devoir de politiser? A-t-on pour devoir de militer? A-t-on pour devoir de déconstruire? C'est une sacrée injonction, et déconstruire, militer, politiser, ça demande énormément de temps, ça demande énormément d'énergie, énormément de charge mentale, donc selon où on se situe dans sa vie, on l'a. Je vous dis clairement, avant d'avoir un bébé, j'avais le temps de faire tout ça, j'avais le temps de me renseigner sur tous ces sujets, j'avais le temps, enfin j'étais indépendante, je vivais seule, j'ai un métier qui me laisse quand même beaucoup de temps libre pour me renseigner, pour faire des recherches, donc j'étais la personne parfaite pour politiser, pour militer, pour sensibiliser à certaines choses. Je suis maman depuis 9 mois, ne me demandez même pas en rêve de faire ça parce que je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'énergie et c'est vraiment une question de survie en fait. Je n'ai même pas le temps parfois de me poser pour manger tranquillement. Donc est-ce que vous pensez vraiment que j'ai le temps à ce moment-là d'aller me renseigner sur telle ou telle cause pour pouvoir bien l'aborder? Parce que il y a ça aussi, il y a un peu ce truc avec les réseaux sociaux de devoir prendre position rapidement ou de devoir montrer une contestation contre tel ou tel truc, bref. Parfois on n'a même pas le temps de se renseigner et ça demande de la recherche, ça demande de l'approfondissement, ça demande vraiment de connaître et de maîtriser un sujet pour pouvoir comment dire, le défendre et militer à ce propos-là, vous voyez. Et parfois on n'a pas le temps. Et même si on a le temps, est-ce qu'on pourra militer sur tous les sujets? Non plus. Vous voyez, je me souviens... à l'époque, vous savez, c'était la journée du Black Lives Matter où tout le monde avait mis une photo noire sur son compte Instagram. Moi, ce jour-là, je n'étais pas sur les réseaux sociaux, je n'ai rien posté. Je m'en suis pris plein la gueule, enfin, de pas tout le monde, hein, heureusement, mais j'ai eu quelques commentaires qui m'ont dit que c'était une honte que je poste pas parce que ça montrait que je ne soutenais pas ça, mais que je donnais de l'énergie à d'autres posts, enfin, à d'autres causes ou à d'autres sujets beaucoup moins importants que ça. C'est complètement bête en fait, c'est très très faux de dire ça. De un, c'est pas parce que je mets une photo noire que je participe vraiment à la chose. Je me soucie vraiment du truc déjà. C'est pas parce que je ne le fais pas que je ne me soucie pas des choses. Et c'est vrai qu'en fait on n'est pas obligé de prendre parti pour tout. J'ai pas mis personnellement par exemple une photo de Je suis Charlie au moment où il y a eu les attentats. Est-ce que c'était pour autant que j'étais pour les personnes qui ont commis les attentats? Pas du tout. En fait, vous voyez, donc le problème c'est que j'ai l'impression qu'avec les réseaux sociaux et avec ce côté, mon réseau social montre tout ce que je suis et tout ce que je défends, il faut absolument parler de tout de suite et il faut tout montrer. Alors que non, vous voyez, c'est un exemple tout bête, mais par exemple l'année dernière j'ai reversé une partie de l'argent à une association, enfin le même refuge dans lequel j'ai adopté Timaya. Est-ce que c'est pour autant que je l'ai affiché? Est-ce que c'est pour autant que j'ai fait du militantisme? Est-ce que c'est pour autant que j'ai défendu cette cause absolument sur les réseaux sociaux? Non. Ça veut pas dire que je le fais pas dans ma vie perso. Donc il y a ça. Et un dernier sujet qui me touche particulièrement parce que je suis maman. Et un dernier sujet qui me touche particulièrement parce que je suis maman, et peut-être que j'ai pour le coup fait ça sans même m'en rendre compte avant, mais là justement je regarde un peu les commentaires sous le post. Et en fait c'est fou à quel point je me rends compte que le contenu maman peut poser problème à certaines personnes qui ne l'intéressent pas. Je comprends parfaitement parce que sincèrement avant d'être maman, c'est normal que le contenu maman ne nous intéresse pas, que le contenu grossesse, que le contenu accouchement, que le contenu diversification bébé ne soit pas intéressant quand on n'est pas dans cette thématique, c'est évident. Là où je trouve que c'est un petit peu dégueulasse, oui c'est le bon terme, là où c'est un petit peu dégueulasse pour les femmes et pour les femmes qui sont en train de devenir maman, c'est qu'il y a une sorte de culpabilisation à devenir maman et à se renseigner sur les sujets et peut-être à ne parler que de ça. J'étais la première avant d'accoucher à me dire je ne veux pas être que maman, je serai une femme avant tout,
être maman, ça sera qu'une petite partie de ma vie. Maintenant, c'est évident que ça a pris une place énorme dans ma vie parce que j'ai un petit bébé et que je suis maman que depuis 9 mois, c'est assez récent. Et donc, c'est vrai que la plupart, comment dire, de mon énergie et de ma charge mentale et en tout cas des infos que je consomme au quotidien, c'est vrai que c'est plus autour du fait d'être maman, de m'organiser avec bébé, des moyens de garde, de ça. Oui, tout est en fonction de ça. Mais pourquoi est-ce que je ressens qu'il y a une sorte de culpabilisation et une sorte de... quand on devient maman, on n'est plus intéressante pour les autres. Je vous assure, alors vous allez peut-être me dire c'est une fausse croyance, mais je vois vraiment ça dans les commentaires. C'est oh là là, depuis qu'elle parle de sa maternité, je trouve ça tellement boring, c'est tellement ennuyant, etc. Alors évidemment qu'on va pas se forcer à suivre des contenus qui nous intéressent pas. Mais par exemple, ça m'est déjà arrivé de suivre des personnes qui achetaient un appart et qui rénovaient tout, et donc qui parlaient énormément de travaux. Et ben il y a pas le même truc, il y a pas le même fardeau dessus. On dit pas oh là là, elle ne parle que de travaux, ça m'intéresse pas, c'est tellement boring que je m'en vais. Les gens diraient pas ça, juste ça les intéresse pas, ils cliquent pas sur la vidéo travaux et basta. Quand c'est parce que cette fille est en train de parler de sa maternité ou de son enfant, d'un coup il y a un peu une charge négative de oh là là, elle va encore parler de son bébé, elle va encore parler de sa grossesse, elle va encore parler du fait d'être maman, qu'est-ce que c'est chiant. Et donc je trouve, c'est mon ressenti, vous me direz ce que vous en pensez aussi si vous êtes maman ou si vous ne l'êtes pas, mais est-ce qu'il n'y a pas une charge un peu de quand on est maman, on devient un peu chiante en fait pour les autres. Et je vous assure que quand on est maman, on ressent ça, hein. On sent déjà que quand on arrive dans un resto avec une poussette, on est l'ennemi, les gens qui sont là. Quand on arrive dans un train, dans un avion avec un bébé, je vous raconte même pas les regards. Et en fait, c'est très dur à gérer. C'est très dur à gérer parce qu'on a déjà beaucoup de choses à gérer, déjà de base. Et donc si en plus on sent les regards ou cette malveillance, qui est parfois inconsciente, ce jugement malveillant, et ben c'est pas agréable du tout. Et en fait, entre féministes, entre femmes en fait, il devrait pas y avoir de combat parce que t'es hétéro et parce que t'es maman, et ben t'es plus vraiment assez féministe et t'as suivi un modèle. Et donc finalement, tu politises pas assez ton contenu, ou tu politises pas assez ta vie, et t'as lâché d'autres causes. Voilà tout ce que j'avais à dire suite à ce post. Et je vous dis ça parce que j'ai terminé il y a pas longtemps l'excellent bouquin, le livre de Cécile de Berthier-Biguera qui s'appelle Nouvelle mère. Et elle disait que parfois elle se sentait pas... elle culpabilisait parce qu'elle avait l'impression de pas être une assez bonne maman. Et alors moi c'est assez étrange parce que j'ai pas ça. Enfin si, parfois j'ai la sensation de pas être une bonne maman. Mais vous savez ce qui vient encore plus percuter mon esprit ou mes pensées, j'ai l'impression de pas être d'être une femme assez respectable parce que le rôle de maman a pris beaucoup de place dans ma vie. Et que du coup je sors plus autant qu'avant, j'ai peut-être plus autant de discussions qu'avant, peut-être qu'il y a des trucs qui m'intéressent plus ou moins, peut-être que j'ai moins d'énergie dans la tête et dans la vision que les gens ont de moi. Et du coup, j'ai plus une image de femme respectable parce que je suis devenue maman. C'est pas respectable, c'est pas le bon terme. Mais vous voyez ce truc de femme... Il y a plus l'image de femme indépendante, de femme forte parce que je suis devenue maman. C'est quand même fou quand on y pense. Voilà, je viens de voir 13 minutes 33 que je papote là-dessus. Vous me direz ce que vous en pensez.
Je viens d'endormir ma fille pour la sieste du matin. Je me suis préparé un thé de chai. Et là, je me suis dit que ça pouvait être cool de faire une petite séquence soins, make-up et en même temps de vous parler d'un livre que j'ai terminé et que j'ai adoré. Et qui aborde un sujet qui est, comment dire, qui est peut-être parfois un petit peu tabou. Et en préparant cette séquence là dans ma tête, le temps que je me fasse le thé de chai, je me suis dit ah tiens il y a ça, il y a un autre truc aussi qui pourrait être intéressant d'aborder. Je me préparais mon petit thé et je me suis dit donc là je vais vraiment faire une séquence de blogueuse en fait qui est de je me suis préparé un petit thé, je vais vous parler de make-up, de soins, j'ai le temps chez moi, ma fille dort et je me suis dit ça représente pas du tout la réalité dans le sens où là je sais que je tourne une vidéo donc je prépare des moments, séquences. Mais dans la vraie vie, si j'avais pas tourné cette vidéo, là vous voyez ce matin je me suis lavé les cheveux, je pense que je me serais directement appliqué les soins sur la peau en sortant de la douche, je me serais sûrement un peu maquillée pendant que ma fille rampe à côté de moi, et voilà comment se serait passée ma matinée. Mais comme je filme, vous imaginez bien que je n'ai pas des caméras partout dans mon appartement, et que du coup je vais pas à chaque fois me balader avec mon téléphone pour me filmer, poser mon téléphone n'importe où. Donc je prépare des séquences. Pareil pour le thé. Là je me suis préparé un petit moment réconfortant, ça fait plus de 3 heures que je suis réveillée, j'ai un café froid que j'essaye de terminer depuis 3 heures, ça c'est la réalité. Mais comme je filme, je me prépare ce moment. Et quand on est influenceuse, je trouve qu'on est, comment dire, on est un format hybride entre du divertissement pur, donc comme une série, comme un film. On est le format hybride entre ça et la télé-réalité. Et je vous dis un format hybride parce que je le répète souvent, mais moi je fais pas de télé-réalité. Quand je filme, c'est enjolivé de par le fait que déjà je pose ma caméra quelque part et je me décide à parler à ce moment-là, donc ça ne représente pas forcément 100% de la réalité. C'est réfléchi pour qu'une vidéo ait un peu de sens et soit un peu cool à regarder, parce que c'est aussi ça, on fait un métier pour que ça vous apporte quelque chose, que ce soit du divertissement, que ça vous apporte, et même sans forcément du divertissement drôle, c'est que ça vous apporte un moment cocon ou un moment calme. Moi ce que j'adore avec mes vidéos, c'est apporter ce moment oui, de cocon entre copines. Donc pour arriver à apporter ce sentiment, cette émotion en face, il y a un montage qui est choisi pour... Il y a des musiques qui sont choisies en fonction. Mais du coup ça représente pas forcément 100% de ma réalité. C'est pas aussi calme dans ma vie de tous les jours. J'ai un bébé de 9 mois à la maison, vous imaginez bien que c'est pas hyper slow toute la journée comme on pourrait le croire sur le vlog. Le truc, c'est que j'ai l'impression parfois qu'avec les influenceurs, enfin il y a un peu une chasse aux sorcières avec les influenceurs, on est un peu les méchants, les méchantes toujours, on est là pour gagner plein d'argent, pour vous faire acheter plein de trucs, et surtout on vous fait croire qu'on a une vie de rêve alors que c'est pas vrai. Bon, vous imaginez bien que c'est pas ma vision de ce métier, mais je tiens quand même à le dire, oui, que effectivement ce que vous voyez c'est pas 100% de la réalité, que c'est réfléchi pour vous apporter un moment cool, par contre ce que je raconte dans le vlog est 100% vrai. Voilà, donc je trouvais ça intéressant de le rappeler. Et attendez, je vais commencer un peu à appliquer les soins parce que sinon cette séquence va durer 1000 ans. Donc je suis sortie de la douche ce matin, ce qui n'est pas toujours le cas. Moi je suis plutôt une personne du soir pour la douche. Ça, pareil, il y a 2 teams. Vous vous souvenez de ma dernière vidéo, il y avait team Pimps et team anti-Pimps. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'avant ne comprendront absolument pas de quoi je parle. Mais moi je suis plutôt team douche le soir. Sauf que hier soir, j'ai appliqué un soin, j'ai appliqué un bain d'huile avec la somptueuse que j'ai laissé poser un peu toute la nuit. Et ce matin je me suis lavé les cheveux avec le shampoing Desert Essence, celui à la pomme, et qui est vachement bien, que j'adore. Pareil, je vous en parlais dans ma dernière vidéo. Et voilà, je n'ai rien fait depuis, donc je vais appliquer mes soins. Je vais appliquer un peu d'huile, un petit peu d'envoûtante, n'est-ce pas? Alors, pour les soins, généralement, quand on a la peau très sèche, moi je préconise d'appliquer et crème et huile. Pour l'ordre d'application, il y a 2 écoles. Moi j'avais toujours entendu que c'était d'abord huile et ensuite crème, et en fait apparemment ce serait mieux de mettre d'abord de la crème et ensuite de l'huile, parce que l'huile, comme elle forme une sorte de petit film protecteur, elle pourrait empêcher les actifs hydratants de la crème de pénétrer. Bon, c'est pas aussi, comment dire,
Je pense pas que la crème ne fasse aucun effet si on l'applique après l'huile, hein. C'est pas aussi carré que ça. Mais si vous appliquez les deux, appliquez d'abord de la crème hydratante et ensuite vous appliquez un peu d'huile. Moi là je n'applique que de l'huile. Qu'est-ce qu'elles sont bons. Oh là là. Alors je vais pas forcément me masser là, sinon ça va durer 1000 ans. Mais j'essaie toujours de faire un petit massage rapide que j'ai appris avec les vidéos de Laetitia Chauvin. Elle avait fait des vidéos pour mes différentes formations en ligne. Et je vais appliquer une crème solaire. Ça pareil, je reçois beaucoup de questions sur la crème solaire, sur l'ordre. Est-ce qu'on l'applique avant les soins, après les soins, après le make-up? En fait, alors ça pareil, moi j'ai toujours dit non, ça s'applique après les soins et avant le make-up. Et j'ai quand même fait quelques petites recherches comme ça sur internet parce que je comprenais pas pourquoi il y avait autant de questions et autant de questionnements sur ce sujet. Et effectivement, on voit de tout. Selon les articles, selon les sites, alors il y en a qui disent alors ça dépend des crèmes solaires, filtre chimique, filtre minéral. J'ai demandé quand même, là je vais utiliser, vous savez, celle des petits prodiges dont je vous parlais, il me semble, en début de vidéo. Donc là je vais utiliser le format tube. Ça se met après les soins et avant le make-up. Si on est en plein soleil, à la montagne, qu'on est vraiment en pleine exposition, ou bien qu'on est en terrasse, en plein soleil, ça se réapplique toutes les 2 heures de la crème. Donc par-dessus le make-up, voilà, que vous le sachiez. Et on en met pas mal, sinon ça protège pas assez. Là je suis un petit peu luisante, c'est normal. Il va juste falloir attendre un petit peu que ça pénètre. Et je sais pas si vous le saviez, mais une crème solaire avec filtre chimique, comme là c'est le cas, ça ne fait effet que 20 minutes après. Donc si vraiment on est en pleine exposition, il faut en appliquer avant d'aller se poser sur un transat ou avant d'aller se mettre sur la plage. Les filtres minéraux c'est différent parce que c'est une protection qui est vraiment mécanique, c'est une barrière, donc tout de suite ça fait barrière avec le soleil. Ouh, ça fait une jolie peau bien glowy. Alors en attendant que ça pénètre un petit peu, je vais réappliquer un petit peu d'envoûtante, mais sur les cheveux. J'ai rien appliqué sur les cheveux, je me suis même pas démêlé les cheveux après. Je les démêle généralement avant le shampoing moi. Et là, j'ai rien fait. Je me suis occupée de ma fille juste après. Donc je vais en appliquer un tout petit peu sur les pointes en guise de sérum. Et donc le livre dont je voulais vous parler... Alors attendez, je suis mal installée. Bon, c'est pas bien rangé derrière, là c'est un sac de fringues de ma fille qu'il faut qu'on trie. C'est le livre L'intelligence érotique de Esther Perel. Esther Perel, c'est une thérapeute qui est spécialisée en relations, beaucoup en relations de couple. Et en fait, moi je l'ai connue, il me semble, parce qu'elle a fait 2 TED Talks. Un sur le désir dans le couple, il me semble, je crois que c'est comment faire durer le désir dans le couple, un truc comme ça. Et le deuxième, c'est sur l'infidélité. Et j'ai trouvé ces 2 TED Talks extrêmement intéressants parce que elle est, je trouve en tout cas, elle a une approche très juste, très vraie. Et assez brillante des choses et du désir dans le couple et de l'infidélité, et elle est pas du tout langue de bois, elle est pas du tout hors réalité, et en même temps elle ne prône pas du tout l'infidélité, et elle dit pas que le désir dans le couple est évident à partir du moment où il y a de l'amour, ou bien au contraire que le désir dans le couple c'est évident qui disparaît après quelques années. Elle est vraiment dans une... Enfin je trouve que son discours est très intelligent, donc je vous mettrai si vous voulez en barre d'infos les 2 liens vers ces 2 vidéos. Et je savais qu'elle avait écrit des livres, je les avais pas encore lus. Là j'avais l'occasion, vous savez, via Audible, d'avoir 2 livres audio gratuits. Je me suis dit, ah tiens, là je serais quand même curieuse d'écouter les livres de Esther Perel. Normalement j'avoue que je suis pas fanat des livres audio parce que comment dire, j'arrive moins à me concentrer. Je suis plutôt visuelle, j'avoue, pour me concentrer et pour mémoriser. Mais c'était quand même assez sympa à écouter en guise de... Enfin j'écoutais ça un peu comme un podcast. Et j'ai adoré. Je suis en train d'écouter... celui sur l'infidélité qui s'appelle Je t'aime, je te trompe. Mais donc l'intelligence érotique c'est le premier que j'ai écouté. Et j'ai trouvé ça d'une intelligence à tel point en fait que j'ai acheté, je suis passée à la Fnac ensuite, acheter le livre parce que je me suis dit ça c'était vraiment quelque chose à garder. Esther Perel elle est belge de base, donc elle est francophone et elle vit aux États-Unis depuis très longtemps. Et donc c'est assez aussi intéressant, elle arrive à comparer les 2 cultures parce qu'il y a une vraie différence quand même entre... Bien qu'on soit une culture occidentale, il y a chez les Américains quelque chose qui est un peu plus, comment dire, qui est un peu plus de l'ordre de la moralité, contrairement aux Français. Je vous lis ce qui a marqué derrière ce livre. L'amour a besoin d'intimité, le désir de distance. Accepter l'incertitude et l'inconnu mène à une libido libérée. Esther Perel balaie les clichés, redistribue les cartes de l'érotisme et de la poétique sensuelle, et nous invite à chasser le chastement correct de nos chambres. Sans tabou, elle réconcilie désir et vie domestique et remet un peu de X dans le sexe. Je sais pas si vous avez vu la série Sex Life, qui est loin d'être la série du siècle, hein, vraiment pas. Mais je trouve qu'on parle un petit peu de la même chose. Sex Life, là où c'est assez intéressant, c'est qu'on suit cette mère de famille qui est maman de 2 jeunes enfants, qui est une très belle femme, qui a vécu plein d'aventures avant de se marier.
Et elle est heureuse dans sa vie de couple, elle est amoureuse de son mari, sauf qu'elle commence à repenser à son ex et à sa vie d'avant, et elle se rend compte en fait qu'elle n'arrive pas à vivre les mêmes émotions, les mêmes frissons avec sa vie qui est plutôt une vie de sécurité, un amour de sécurité, une vie stable en tout cas, avec sa vie d'avant qui était justement pleine d'aventures, mais aussi de souffrance, parce que d'insécurité. Et la vraie question qui se pose avec cette série, c'est peut-on concilier les deux? Peut-on ressentir du désir et des frissons avec une relation qui est stable et sécuritaire? Et Esther Perel, elle pose un peu la question qui est de comment vouloir ce que l'on a déjà. Et franchement, mais écoutez, enfin lisez, écoutez ce livre que je trouve génial pour tous les couples, parce que enfin moi en tout cas, c'est vrai que de nature, dans mes relations, je suis plutôt à la recherche de l'intensité, de la passion, du coup de l'insécurité, j'avoue, hein, c'est ce que j'ai vécu longtemps, enfin pendant assez longtemps. Et pour moi, c'était pas vraiment conciliable avec une vie stable. Et moi maintenant qui suis maman et qui suis dans une vie de couple stable, je vous assure que heureusement que je ne suis plus du tout dans un truc hyper insécurité et passionnel, parce que quand on est maman, on ne recherche plus du tout et on n'a plus du tout besoin de la même chose. Par contre, c'est pas pour autant que j'ai mis de côté ce besoin de passion, de frisson et ce besoin de... Il me faut de la sécurité et en même temps, ça peut m'ennuyer assez rapidement. Et je trouve qu'avec ce livre, on arrive à concilier les deux et à comprendre que c'est possible. Et elle est pas du tout langue de bois, elle est pas du tout dans le politiquement correct, elle est dans la vérité, dans la réalité, et c'est pas du tout pour autant qu'elle dit que c'est pas possible, ou qu'il faut tromper, ou tout ça, mais en fait elle explique que qu'il faut arriver à prendre conscience que l'autre ne nous appartient jamais, qu'on n'appartient jamais à l'autre non plus, qu'il faut cultiver du mystère, qu'il faut cultiver du temps libre, de l'espace, de la distance, qu'il faut se manquer, et surtout comprendre que l'autre ne nous appartient pas et qu'il est quand même, et qu'il restera quand même un inconnu. Même si on a l'impression de connaître l'autre, il vit des journées seul, il rencontre des gens que l'on ne rencontre pas, il a sa personnalité, il évolue, et en fait le fait de cultiver cette différence entre nous permet justement de faire durer le désir, parce qu'on comprend que cet homme ou cette femme avec qui l'on est a toujours une part d'inconnu. Enfin bref, je vais pas vous résumer le livre en 3 secondes, mais il est vraiment très très bien et très intelligent. Et là je suis en train d'écouter celui sur l'infidélité, où pareil, elle ne prône pas du tout l'infidélité, elle dit pas du tout qu'il faut être infidèle pour faire durer le couple ou je sais pas quoi. Et c'est intéressant parce qu'on a une époque où il y a beaucoup de mise en avant du polyamour, couple libre, etc. Et c'est des modèles qui peuvent être intéressants pour certaines personnes, ou en tout cas dans lesquels on peut piocher des trucs qui sont assez intéressants. C'est pas pour autant que ça convient à tout le monde, et je pense vraiment pas que ça représente la majorité des couples et des gens, en tout cas en France, en tout cas dans notre culture. Mais en fait, elle explique qu'à partir du moment où il y a infidélité, voilà ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est parce que vraiment ça va mal dans le couple? Bah non, pareil, ça c'est une idée reçue qu'elle met de côté, ça n'a rien à voir. Il y a plein de choses qui peuvent jouer, donc je suis en train de l'écouter, hein. C'est pas quelque chose qui me concerne forcément, je ne suis pas infidèle et a priori mon mec ne l'est pas, mais je trouve ça très intéressant à écouter. Et j'aime son approche. Bon, on va passer au make-up. Je suis encore un petit peu luisante, mais c'est pas grave, c'est normal. J'en ai peut-être mis un tout petit peu trop cette fois. Cette fois, je ne vais pas mettre de CC cream ou je ne sais pas quoi, je vais passer directement aux anti-cernes. Je vais faire mon teint avec des correcteurs. Sans grande surprise, je vais utiliser ceux de chez Iris et Paris. Là, vous voyez, celui que j'aimais beaucoup, le caramel, il commence à être un petit peu utilisé. Donc, je vais mettre le Rodoudou. Si je ne regarde pas directement, c'est parce que j'utilise mon écran retour en guise de miroir, ce qui n'est pas simple. On est d'accord que c'est beaucoup trop clair, donc je vais appliquer celui-ci, le ganache, qui est clairement trop foncé pour moi, mais comme j'ai mis un trop clair, il va aller parfaitement. C'est tout le principe de ces anti-cernes. Normalement, vous voyez là, c'est la teinte caramel qui est très bien pour moi, mais je vous montre qu'en mélangeant deux teintes, on peut complètement réussir à trouver... Normalement je le fais au doigt, enfin j'étale avec le doigt, mais là je vais utiliser un pinceau. Je vais en remettre un petit peu, je vais mettre du clair, je tapote. Et là ils se font super bien parce qu'il y a l'huile et la crème en dessous. Parce que si vous trouvez à un moment qu'une matière assèche trop, c'est qu'il n'y a pas assez de soin en dessous. Donc n'hésitez pas dans ces cas-là à rajouter votre crème, de l'huile, qu'importe, mais que la matière se fonde vraiment bien. Même si ça paraît un peu brillant là, vous voyez, c'est normal. Il n'y a aucun souci, c'est pas pour autant qu'on va le laisser comme ça. Mais au moins ça se fond. La nuit fut compliquée, je suis très difficile. Je pense que ma fille fait des dents. Enfin, je vous dis ça depuis des mois. Et il n'y en a pas une seule qui est sortie encore. Ça veut pas dire que ça travaille pas. Là j'applique un tout petit peu de baume, j'applique l'enchanteur. Et je vais mettre un petit peu de poudre libre. Je lisse bien avant. Je mets un tout petit peu en dessous, mais à peine.
pas marquer le dessous d'œil. Je vais appliquer un petit peu de bronzer. Pareil, c'est le Irisé, la teinte Sucupira. C'est leur fond de teint le plus foncé que moi j'utilise en bronzer. Tout petit peu sur les bords du nez. Tout de suite j'ai meilleure mine, ouais. Faites des miracles le make-up, je vous le dis. Je vais appliquer une première couche de mascara. Alors moi, vous savez à quel point j'adore le Ilia. Mais là, je suis en train de terminer le Lavera que j'aime aussi beaucoup, mais rien à voir en termes de brosse. La brosse est énorme, mais je le trouve vraiment bien. Et il tient bien. Je regarde en bas, je mets toujours un miroir en dessous. Je me répète, mais si vous voulez toutes les astuces pour appliquer du mascara, j'ai fait une masterclass qui est gratuite. Vous pouvez cliquer sur le lien que je vais vous mettre en barre d'infos. C'est une vidéo d'à peu près 15 minutes où je vous montre tout ça. Parce qu'il y a des petites techniques quand même de pro à connaître. Bon, entre les deux, je préfère quand même le Ilia. Mais celui-ci est vraiment une super alternative. Et il est moins cher, je crois. Et il tient bien surtout. Enfin, moi en tout cas, ce qui est hyper important pour moi en termes de mascara, c'est le rendu. Moi, un truc hyper naturel, on a l'impression que j'ai rien mis... Enfin, ça m'intéresse pas. Et surtout la tenue. Parce que si ça avait un super rendu, mais qu'au bout de 2 heures tout cool, ça me convient pas du tout. Alors après, ils ont une super tenue, mais ils sont pas waterproof. Hein. Si vous vous retrouvez sous la pluie, ça ne tiendra pas. Et sur les lèvres, je vais appliquer un crayon qui n'est pas bien taillé du tout. C'est le crayon dont je vous parlais, pareil, dans ma dernière vidéo. Vidéo dans laquelle je vous donnais l'astuce pour appliquer du crayon et tricher un tout petit peu. Je vous laisse aller la voir si vous voulez connaître l'astuce. Je fais un petit peu de teasing. Parce que si je vous répète tout à chaque fois, c'est pas drôle. Surtout mes vidéos duraient 3h30. Déjà que je me répète souvent. Bon, je m'arrête là. J'ai pas mis de... Est-ce que je vais mettre... Allez. Je vais pas m'arrêter là, je vais mettre un petit peu de blush quand même. Je vais utiliser... Il me semble que c'est la couleur Terre de Feu chez Irisé. Et je vais en appliquer un tout petit peu au niveau des paupières. Ça va donner un peu de vie au visage. Je me rapproche pour que vous puissiez voir. Voilà. Là, on a un meilleur rendu. J'ai la peau qui est encore un tout petit peu glowy. Je pense sincèrement que j'ai mis un peu trop de crème. Mais bon, je sais que ça va pénétrer là dans quelques minutes. Je serai plus du tout hyper glowy. Et voilà. Ah oui, et pour les cheveux, je vous ai pas montré, bon, je viens de les détacher. Voilà, c'est cool parce qu'ils ont des petites ondulations alors que je n'ai rien fait. Donc je vais les laisser un petit peu sécher comme ça. Je vais m'habiller, il est temps, je vais aller me faire à manger. Il est tôt, mais je profite que ma fille dorme en fait pour me faire un petit repas tranquille. Et elle va pas tarder non plus à se réveiller de sa sieste. Et donc après, bah rebelote. Je redeviens maman. Même si je suis tout le temps maman, on sait, vous avez compris. Ma fille ne s'est pas encore réveillée, du coup je vais vous montrer ce que je me suis fait à manger. Hyper facile, rapide à faire. œuf au plat. Ça c'est du pain que je trouve sur Cadédemi, j'aime beaucoup. Un demi-avocat, du houmous et je me suis aussi pris ça, c'est des restes. Ça fera peut-être un peu trop. Hein. Spaghetti avec de la sauce tomate. C'est la sauce tomate basilic, pareil qu'on prend chez Cadédemi. Et en fait dedans on en a fait une sorte de bolognaise. C'est un steak Eura. Donc c'est un steak végétal. On avait fait des burgers la semaine dernière, il nous en restait un. Et du coup on l'a émietté, on a rajouté donc cette sauce tomate. Et on l'a mis dans des pâtes. Je vais me faire ça devant le dernier épisode de Emily in Paris, que j'ai déjà vu, hein. J'ai déjà vu les 3 saisons. Mais j'ai recommencé ces dernières semaines parce que j'avais de nouveau envie d'un petit peu de légèreté, d'un truc facile à regarder. Et de voir des jolies vues de Paris, des histoires pas prises de tête. Et de voir Paris sous le soleil. Parce que dans Emily in Paris, il fait tout le temps beau. Voilà, et ça, mine de rien, ça fait vachement plaisir, ça fait vachement du bien au moral. Donc je vais regarder ça, il faut que je regarde la dernière saison de Working Moms, je l'ai pas vue. Ensuite, je pense que ma fille se réveillera, je m'occupe d'elle, et pendant qu'elle refera sa sieste de l'après-midi, là il faudra que je me mette à bosser. Au programme mail, je vais commencer le montage de ce vlog-là, et je dois terminer l'article sur la diversification alimentaire. Sacré programme.